Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous, nous voilà réunis sur ce temps d'échange sur cette question de à tout âge, comment protéger, sauvegarder, transmettre les compétences des salariés expérimentés. Et dans le titre, il y a les deux grandes parties, c'est pour ça que nous sommes deux. Nous allons dans un premier temps parler de protéger les compétences des salariés expérimentés, protéger les salariés expérimentés, et dans une deuxième partie, sauvegarder et transmettre les compétences des salariés expérimentés. Avant de démarrer dans notre réflexion commune, je propose que l'on se présente, Violette et Dorothée. Violette. Bonjour, donc je suis Violette Clabeg, je suis consultante, coach et formatrice chez Virtuous Circles et je suis ici avec ma casquette de spécialiste en transmission et formalisation des compétences. Bienvenue à tous, je vous souhaite un webinaire agréable et apprenant. Merci. Dorothée, moi je suis conseil en organisation du travail, développement des compétences avec cette focale du souci de la santé, qualité de vie au travail, management responsable chez Chronos. Nous allons donc nous réunir autour de cette question aujourd'hui de être en management responsable en intégrant cette question de la diversité, en intégrant également cette question de la compétence dans ce qu'on appelle le management responsable. Avant de rentrer dans le sujet, on vous propose un petit sondage en 3 questions, oui, non. Je vous propose de le regarder et de pouvoir y répondre donc sur la droite, si mes souvenirs sont bons pour vous. Avez-vous des difficultés à recruter des compétences clés dans des métiers que l'on dit sensibles dans ces cas-là? Avez-vous des difficultés à recruter des compétences clés dans des métiers dits sensibles? Ça va? Quelques petites réponses. Vous avez pu répondre? Pour l'instant, j'ai un 100% de oui. 100% de oui, des difficultés à recruter des compétences clés. On aura l'occasion d'en parler avec Violette. Avez-vous, parce qu'on va parler de compétences de salariés expérimentés, donc il peut y avoir aussi la question, le salarié expérimenté est aussi celui qui a parfois un âge certain. Avez-vous une démarche ou un accord senior dans votre entreprise? Une démarche ou un accord? Pour le moment, 18% de oui, 73% de non et 9% je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, une entreprise sur 5, en tout cas, s'est penchée, tout le monde s'est questionné de toute façon sur la question de la gestion des salariés expérimentés. Mais donc, d'après ce que vous dites aujourd'hui, une entreprise sur 5 a essayé de formaliser à travers une démarche ou un accord. Et la dernière question, qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure avec Violette dans la deuxième partie, faites-vous une différence entre le transfert de compétences et la transmission de compétences? Une petite question qui a pour objectif un petit peu d'introduire cette réflexion sur transmission. Alors oui à 50%, non à 38% et 13% de je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, très partagé comme réponse. Donc d'ici 20 minutes, eh bien effectivement, vous pourriez tous dire oui, je fais la différence et j'écris cette définition. En tout cas, je la comprends et je l'intègre dans mon quotidien. Eh bien, effectivement, nous sommes donc dans ce webinaire, avant de vous redonner un peu le sommaire et le plan, ce webinaire qui s'inscrit dans un contexte où, que ça soit au niveau de la personne, on voit la petite image de la dame seule, ou d'un collectif, l'autre image, l'autre photo d'un collectif de travail, des questions se posent autour du salarié expérimenté. Au niveau du salarié, on peut retrouver des questions autour, j'ai 40, 45 ans, je suis un salarié expérimenté.
j'ai encore 20 ans de travail, quid? Ou j'ai 55, j'aborde une dernière ligne droite pour encore environ 10 ans d'activité, j'y reste ou pas? Donc, des questions se posent sur le plan de la personne. Et sur le plan de l'entreprise, quelles actions sont donc en place pour, alors on va choisir ce terme, bien vieillir au travail, même si on sait que ce mot vieillir, senior, c'est pas des choses qui plaisent beaucoup. Et quelles actions sont en place dans l'entreprise? Vous avez dit 20% d'entre vous ont des accords. Et quid des compétences clés, ces compétences précieuses et ce trésor, comme dira tout à l'heure Violette, qui est en place. Donc, aujourd'hui, de ce fait, comment protéger, sauvegarder, transmettre les compétences des salariés expérimentés, c'est ce qui nous rassemble. Alors, on vous propose un déroulé en 4 temps, mais 2 temps majeurs. Vous avez dit senior, s'arrêter rapidement sur une définition et le contexte, puisque ce mot est choisi autour de la gestion des âges, autour de la question du bien vieillir au travail. La partie 2, vous avez dit bien vieillir au travail. On regardera ensemble les piliers à consolider pour protéger. On est dans cette partie protégée. Pour pouvoir mieux, en partie 3, vous avez dit expérience, comment les identifier, sauvegarder, transmettre ses connaissances et ses compétences expérientielles. On terminera pour aller plus loin de 3 slides avant de pouvoir échanger ensemble et répondre à un certain nombre des questions. Si vous êtes partant, on attaque sur cette première partie, ce temps 1. Vous avez dit senior. Alors, comment peut-on résumer ce débat derrière ce mot aujourd'hui? Senior, aujourd'hui, si on y réfléchit et ce qui vient très rapidement, c'est souvent une personne âgée. Alors, on dira donc une personne d'un certain âge. On pourra dire aussi à tout âge, une personne âgée. Parce qu'à la limite, un jeune de 25 ans pour un enfant de 10 ans, c'est des jeunes personnes âgées. Donc, c'est une première définition du senior. La deuxième définition, c'est la personne expérimentée dans sa pratique, dans son métier. Et toutes ces fonctions, 1 et 2, personnes âgées, personnes expérimentées, amènent aujourd'hui à se questionner par rapport à ces personnes dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on a une troisième réalité qui est cette réflexion autour de questionnez-vous, mettez-vous d'accord. Et en 2010, on nous dit écrivez même des accords seniors pour les personnes de plus de 45 ans en entreprise. Beaucoup réagissent en disant mais 45 ans, je ne suis pas senior. Mais 45 ans, c'est effectivement cette deuxième partie de carrière. J'ai déjà fait au moins 20 ans. Il me reste 20 ans. Comment je me retrouve effectivement comme un ado, parfois à qui on dit qu'est-ce que tu veux faire après le bac, mais comment je me retrouve aujourd'hui à me poser la question de cette deuxième partie de carrière. Donc voilà la question qu'on peut trouver au niveau des seniors, la personne âgée, la personne expérimentée dans une pratique et un métier, et puis tout cela, le mot senior utilisé dans les accords. Entre nous, on utilisera le terme salarié expérimenté, personne expérimentée. Voilà, petit rappel rapidement de ce qu'on vient de dire sur le cadre juridique senior, donc ce fameux décret de janvier 2010 qui, quelque part, utilise le mot salarié âgé, on utilisera le mot expérimenté. C'est un accord qui est presque obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés, les établissements du secteur public. Mais ce qui nous rassemble au-delà du cadre juridique, c'est quelle démarche va-t-on ancrer pour consolider le vivre et travailler ensemble à tout âge. Et là, on rentre dans cette posture de la possibilité de travailler dans la diversité et la diversité de l'âge. Donc, cette deuxième partie, on vous propose de réfléchir et de voir aussi comment concrètement peut se poser le bien vieillir au travail. 3 piliers à consolider et une double dynamique d'action. Trois piliers à consolider. S'il s'agit de consolider des actions, c'est qu'on va donc avoir à un moment donné une démarche qui va nous amener à, j'essaie de retrouver mes 3 piliers, une démarche qui va nous amener à poser un état des lieux, puis derrière l'état des lieux, des actions QVCT, et enfin à ancrer les actions. 3 flèches. Regardons la première partie, poser l'état des lieux. Poser l'état des lieux au niveau du salarié, c'est de se poser ces questions et pouvoir avoir des espaces où on discute. Est-ce que je me sens fatigué, vieillissant, physiquement, psychologiquement? Quel est aujourd'hui mon apport dans l'entreprise et inversement? Ou en suis-je de la formation professionnelle? Est-ce que je reste dans cette même demande?
et quelle envie, quel moteur continue de m'animer. Et puis, si je suis à quelques années de la retraite, comment aujourd'hui je peux aussi me projeter dans cette réalité. L'état des lieux du point de vue de l'entreprise, c'est aussi se poser des questions autour des enjeux. Quels sont les enjeux aujourd'hui à utiliser à tout âge des salariés et d'avoir une pyramide, c'est-à-dire en demi-ballon de rugby, en se disant qu'aujourd'hui, le très jeune ou le plus âgé a aussi sa valeur et sa plus-value. Donc, est-ce que je vais, au niveau de ces enjeux, attirer, fidéliser, intégrer, sauvegarder des savoirs clés? Qu'est-ce que ça veut dire que la gestion des âges chez nous? Quels sont les outils déjà en place? Que dit aussi la réglementation sur ces sujets-là? Que disent aussi les accords QVCT qui nous invitent en qualité de vie au travail à être dans un vivre et travailler ensemble dans la diversité? Et puis tout compte fait, quelles sont les attentes aussi des équipes et mes pratiques RH? Un premier état des lieux qui peut partager, qui s'inscrit aussi dans le dialogue social et les accords. On rentrera du coup derrière tout ça, derrière des actions ciblées. On vous a dit bien vieillir au travail et donc protéger les salariés expérimentés. C'est à ce moment-là 3 piliers possibles. Regarder ce que je fais, s'interroger sur la question du pilier santé, s'interroger sur le pilier compétences et s'interroger sur ce qui est fait concernant l'engagement et la motivation. Et en deuxième partie, on mettra la focale sur le pilier central avec Violette, sur s'interroger sur ce que je fais en termes de compétences. Mais pour l'instant, aujourd'hui, 3 piliers à mener, 3 actions sur lesquelles vous pouvez dès à présent vous interroger et essayer d'écrire ce que vous faites actuellement sur le pilier santé, pilier compétences, pilier engagement. Ce que l'on fait en tant que personne ou en tant qu'entreprise. Et là, on retrouve un tableau à double entrée. Qu'est-ce qu'en tant que personne, première ligne, je peux être amené à poser comme acte? Par exemple, sur la compétence, est-ce que je suis inscrit, entre guillemets, dans ce qu'on peut appeler des binômes intergénérationnels sur projet? Et puis, en tant qu'entreprise, est-ce qu'à un moment donné, pour mobiliser toujours l'engagement, la motivation, est-ce que des vies, ma vie, permettent aussi de découvrir d'autres métiers? C'est vrai pour tous, c'est encore plus vrai pour les salariés expérimentés. On va donc retrouver, et on va terminer un petit peu notre partie, sur ce fameux tableau à 6 cases, dans lequel on peut se poser les questions, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On vous a mis quelques idées. Aujourd'hui, au niveau de la personne et de la santé, est-ce qu'il y a des diagnostics formes qui sont proposés? Est-ce qu'il y a des ateliers autour de nutrition, fatigue, image de soi? Est-ce qu'au niveau de l'entreprise, on a investi dans des chèques santé? Est-ce que, bien sûr, on est dans des plans de prévention santé au travail, les troubles musculo, les risques psychosociaux? Où est-ce qu'on se situe en aménagement des postes, en formation des managers, etc. Donc, rapidement, quelques idées qui sont mises dans ces différentes cases. Sur la question de la compétence, où en est-on de la possibilité de faire un bilan de compétences, développer une forme de mixité sur projet, donc la possibilité aussi de s'enrichir, parce que ce n'est pas évident aujourd'hui, on sait très bien que dire transmets tes compétences, c'est pas spécialement la compétence, c'est effectivement un capital pour chacun. Et donc, outre la problématique du temps, la problématique aussi de l'envie de transmettre et aussi du risque de transmettre se pose. Donc, différents sujets. Et enfin, derrière, sur l'engagement, des questions qui peuvent se poser aussi sur, en termes de rester motivé, rester dans des motifs à agir, rester dans la course, rester dans le mouvement. En quoi aujourd'hui, le point retraite me permet de savoir où est la ligne d'arrivée, en quoi des parcours seconde carrière sont construits et dans lesquels je m'inscris. Voilà. Et puis, au niveau de l'entreprise, la lutte contre les stéréotypes, le recrutement aussi des seniors qui s'interrogent, puisque aujourd'hui, on sait qu'un salarié sur 3 de plus de 55 ans n'est plus à l'emploi. A priori, on a quand même une petite dizaine d'années, ou entre 8 et 10 années encore. Quid de cette question sur l'engagement et comment cet engagement est soutenu? Voilà, je vous propose que l'on mette un petit peu la focale avec Violette dans cette deuxième partie. Protéger, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, c'est en quoi j'ai dans ces 6 cases des actions qui me permettent de protéger le salarié expérimenté et de lui donner aussi envie de regarder ses compétences, de les développer, de les transmettre à un moment donné, qu'ils partent pour d'autres cieux et d'autres entreprises ou qu'ils partent pour la retraite, sachant qu'aujourd'hui, on dira du salarié expérimenté dans le langage courant, il connaît bien l'entreprise, ses produits, son histoire, il connaît bien les problèmes de l'entreprise, les erreurs à éviter, les solutions à mettre en œuvre.
Il connaît bien les ficelles du métier, les trucs et astuces, les moyens de gagner du temps. Il s'adapte grâce à tous les systèmes déjà rencontrés. Voilà. Puis moi, je vois Cécilia, qui est ma collègue, qui a des années chez Chronos. Elle a toute l'histoire aussi des actions, des missions, des supports qui ont pu être créés. Et voilà, cette expérience, c'est ce que l'on appelle la plus-value du senior, même si on n'a pas obligé d'avoir 60 ans pour être un senior. Elle doit être formalisée. Et c'est ce qu'on vous propose de regarder de manière plus pratique et très concrète, puisque c'est aujourd'hui l'expérience de Violette. Alors bonjour ou rebonjour à celles et ceux qui seraient arrivés entre-temps. Donc effectivement, merci pour cette introduction sur comment protéger les collaborateurs expérimentés. Nous, on va rentrer dans le champ de la compétence, donc de la compétence des salariés expérimentés. Comment on peut identifier, sauvegarder au niveau de l'organisation, transmettre les connaissances des salariés expérimentés. On va vous donner des actions, vous partager des actions ciblées et également les méthodes qu'on peut mettre en place pour pouvoir préserver, je dirais, le trésor, le patrimoine immatériel de nos entreprises. Alors, identifier. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit identifier? On doit identifier parce qu'avec le turnover des actuels, notamment dans les métiers en tension, dans la réindustrialisation, on cherche des profils qui n'existent presque plus, des gens qui sont partis à la retraite. Il est important vraiment d'identifier, sauvegarder, transmettre, écrire des scénarios de transmission. C'est un sujet qui est de plus en plus stratégique dans de nombreux métiers et dans de nombreux écosystèmes, du privé et du public d'ailleurs. Alors, on vous a posé une petite question au début, un sondage. Connaissez-vous les différences entre transfert de compétences et transmission de compétences? Vous étiez à peu près 50%, je crois, Cécilia, à dire oui. De mémoire, 38% à dire non. Et puis le reste, je ne sais pas. Alors, les trois grandes différences entre transfert et transmission, et donc nous, on va utiliser le terme transmission, c'est qu'en fait, la compétence ne fait pas que se déplacer d'un collaborateur à un autre, mais elle se duplique. On ne cède pas juste un dossier ou des compétences, elle se duplique dans l'entreprise. C'est un mouvement qui est bilatéral, puisqu'en fait, le sachant qui transmet et l'apprenant qui reçoit, qui hérite de cette expérience, va aller aussi challenger finalement cette compétence qui est transmise. Et donc, ce n'est pas un simple copier-coller, mais la pratique est bien adaptée, on la fait évoluer, on lui amène de la valeur ajoutée pour pouvoir évoluer et se projeter dans le temps grâce à cette transmission. Un exemple, dans le milieu médical, on parle également du terme transmission. Quand, par exemple, un infirmier ou un médecin vient prendre la garde du précédent. Pourquoi c'est une transmission? Parce que la personne va transmettre vraiment les éléments saillants, ce qui est essentiel à transmettre pour que la garde suivante se fasse correctement, qu'on puisse accompagner, alors de manière formalisée, avec des écrits, mais également à l'oral, sur les points de vigilance qu'il faut pour mener cette garde correctement. Alors, le constat général, le premier point, c'est que la bonne nouvelle, on a au sein de nos entreprises de superbes ressources qui sont les salariés expérimentés, et dans un monde de plus en plus complexe qui offre finalement moins de flexibilité, il faut retrouver de plus en plus d'agilité. Une bonne transmission des compétences et également un facteur d'agilité et de flexibilité. Donc nos seniors sont en général source à la fois de stabilité, d'engagement, de capacité à faire et à réagir, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui en termes de transmission. Trois grands facteurs pour les rappeler, sont des facteurs qui s'invitent en fait dans les enjeux de transmission démographique, avec un allongement aujourd'hui des carrières professionnelles, notamment avec la nouvelle réforme, des enjeux sociétaux, le salarié souhaite une meilleure qualité de vie au travail et en dehors, et également organisationnel. Aujourd'hui, il y a des métiers en tension, il y a des métiers où on ne trouve plus de collaborateurs. Par exemple, je pense à des métiers de soudeur ou des spécificités comme le soudeur dans l'industrie du nucléaire. C'est extrêmement compliqué de recruter, de former ce type de collaborateurs. Là encore, la transmission est une réponse, peut-être une réponse à forte valeur ajoutée à ces enjeux.
Alors, ce qu'on constate, nous, en discutant avec vous, les entreprises, c'est que bien souvent, avant le départ du salarié, il y a une mauvaise détection du périmètre complet, aussi bien de son périmètre, mais aussi en profondeur de ce que fait en fait le collaborateur fortement expérimenté, avec des écarts importants entre la fiche de poste initiale et puis ce qu'il a développé tout au long de sa carrière, en 5, 10, parfois même 40 ans. Donc, il y a vraiment ce décalage qui est mal perçu. Ensuite, on a des collaborateurs qui sont tellement efficients qu'ils ont une détention exclusive de certaines compétences. On fait entièrement confiance et on se dit, ben voilà, elle sera toujours là, cette personne est compétente, on peut compter sur elle, mais si c'est la seule à savoir faire ou savoir réagir dans certaines situations, ça peut être quelque chose à risque. Vous avez dit tout à l'heure 100% de compétences clés. Donc, effectivement, vous avez bien conscience qu'au bien aujourd'hui, ça peut être une clé, voire fermer des portes si ces personnes-là partent. D'autant que ces personnes, qu'on appelle nous dans notre jargon les sachants ou les sachantes, formalisent peu, elles réagissent de manière hyper intuitive. Je vous donne l'exemple d'une mission où une responsable financière, en regardant 2-3 tableaux Excel, est en capacité de dire, ben voilà, dans X semaines, on va avoir un problème de trésorerie. Comment elle est arrivée à cette conclusion? Elle seule le sait et il va falloir écrire finalement une méthode pour pouvoir analyser la situation. Autre élément marquant, c'est que les personnes sachantes sont bien souvent inconsciemment compétentes. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent en mode automatique, à contrario du mode adapté, et donc elles sont très intuitives, elles ne sont pas forcément conscientes de ce qu'elles mettent en œuvre comme mécanisme décisionnel pour agir. Ce que certains appellent parfois aussi le travail invisible, dans d'autres contextes, c'est vrai, où effectivement, s'il y a des ergonomes dans notre groupe, la différence entre ce travail réel et ce travail prescrit, parfois on peut se dire, on a écrit la fiche de poste, on a écrit des processus, on a écrit des process, mais c'est vrai que Schwartz dit, mettez un salarié devant sa machine, il ne fera jamais exactement ce qu'on a dit de faire, et c'est ça l'intelligence. Effectivement, c'est cette intelligence qu'on va aller rechercher dans la transmission. Alors, la méthode que nous appliquons en entreprise et qui est très puissante s'appelle la TFC, acronyme de transmission, formalisation des compétences. Elle s'appuie sur 4 piliers. Le premier, c'est qu'on considère que le passé est sage, le passé de l'entreprise, la mémoire opérationnelle, la mémoire expérientielle est sage et qu'il faut d'abord aller sourcer ce qui est déjà chez nous. Un exemple, si je prends l'exemple d'un retailer qui a une 50aine de magasins en France, on constate que dans un des magasins ou un des entrepôts, on a un taux d'accident de travail bien inférieur aux 49 autres. 2 solutions. Soit on envoie les responsables des 49 autres magasins en formation à l'extérieur, soit on se dit on va aller chercher en fait ce qui fait la singularité du magasin où on a un taux d'accidentologie très faible. Et on va aller chercher donc ce qui est invisible pour pouvoir le rendre explicite, l'écrire et le partager aux 49 autres magasins, par exemple sous la forme d'une formation interne. Ensuite, on est conscient que 70% des compétences opérationnelles sont implicites. Donc, on parlait de ce mode automatique, de ce mode intuitif. C'est le trésor caché des collaborateurs. Alors, pas parce qu'ils ont envie de le cacher, mais parce qu'en fait, ils sont conscients en fait, de la mise en œuvre de ces compétences. Et donc, ces compétences doivent être donc identifiées, mais également sauvegardées, non pas seulement en interpersonnel, entre quelqu'un qui transmet à quelqu'un qui va prendre le relais, mais également au niveau de l'organisation, puisque si soit le sachant, soit l'apprenant détecté quitte l'entreprise en cas de départ à la retraite, en cas de mobilité, eh bien, on perd complètement en fait la transmission qui avait été amorcée ou réalisée. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'outiller pour que ce soit sauvegardé au niveau de l'entreprise. Alors, sauvegarder comment? Par une formalisation qui se veut spécifique. On ne formalise pas de la même manière pour un ouvrier sur un site industriel ou pour un dirigeant qui cède son entreprise, puisqu'on peut aussi accompagner les dirigeants et leur formidable expérience professionnelle. Donc voilà, donc vraiment, il faut formaliser de manière la plus spécifique, accessible à tous, et également proposer une formalisation qui puisse bien vivre dans le temps et se projeter sur l'avenir. Vous l'aurez compris, notre intention est plus que vertueuse, puisque on souhaite proposer une démarche
plutôt préventives que curatives et des solutions concrètes, des solutions de terrain. Alors, comment vous pourriez vous y prendre? Alors, on vous partage notre expérience, une manière de s'y prendre pour donc identifier, sauvegarder, formaliser et transmettre. Alors, il y a 2 grandes parties. La première partie des étapes 1 à 5, c'est plutôt le diagnostic. Comment j'audite en fait le trésor caché. Donc, on commence par sensibiliser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, vous dire qu'il existe des méthodes qui permettent de le faire. On peut vous aider aussi à repérer les chantiers à mener en interne, ou vous donner les clés pour repérer ces super collaborateurs, ces hommes et femmes clés qu'il faudrait dont il faudrait sécuriser les compétences. C'est une mission qui se fait sur le terrain et qui se base sur plusieurs techniques. La technique à la fois de l'interview des collaborateurs, les regards croisés, le fait d'étudier vos documents de formalisation présents dans l'entreprise. Le but, c'est vraiment de cartographier, de mesurer la criticité des compétences et également de vous faire les premières préconisations. Alors, révéler ce qu'on a détecté, et puis 2, les préconisations pour pouvoir justement transmettre et sauvegarder. Une deuxième étape, sur la deuxième ligne de ce slide 6 à 10, c'est l'étape où on vous propose d'outiller cette transmission. Après l'avoir analysée, auditée, eh bien, on scénarise pas à pas comment transmettre à un collaborateur les compétences détectées. On vous aide à formaliser. On vous aide également à effectuer un plan de séquençage de la transmission pour qu'elle se fasse dans le temps de manière réaliste. Et puis, on peut suivre également cette transmission pour à un moment donné peut-être recalibrer, réajuster. Et enfin, très important, c'est d'évaluer cette transmission sur chaque compétence ou chaque bout de compétence pour pouvoir vraiment avoir un regard juste sur ce qui a été et objectif sur ce qui a été mené. C'est des sujets, si effectivement je me permettais de reprendre un exemple, aujourd'hui la plasturgie, on a parlé tout à l'heure aussi de la métallurgie, qui recherche des salariés, a aujourd'hui beaucoup de mal à pouvoir transmettre parce que faute de temps, parce que les personnes partent plus vite que prévu parfois. Et donc aujourd'hui, c'est une question qui s'est posée de dire comment aujourd'hui j'écris, je formalise, compétence après compétence, et j'inscris également des escaliers pédagogiques. Parce qu'il est évident que si je vous dis bienvenue aujourd'hui dans notre entreprise de plasturgie, je vous amène à côté de la machine, attention, il y a un fourreau qui chauffe des granulés là que vous aurez mis dans la trémie. Ces granulés vont, une fois qu'ils auront été chauffés, vont pouvoir avoir dans le point d'injection, partir dans le moule. Le moule, attention, méfiez-vous, il y a de la pression et de la chaleur. Et après, quand ce moule aura été, l'injection aura eu lieu, de l'eau va s'écouler qui permet de refroidir la pièce. On ouvre la pièce et on injecte. À cette question, est-ce qu'on a compris ? En général, on va dire oui, plus ou moins, mais j'ai eu des défauts. J'ai eu des défauts parce que j'ai mélangé les choses, parce que je n'ai pas donné à voir, parce que j'ai voulu aller vite et parce que c'est tellement évident pour moi, je vois ce que je dis parce que je le fais tous les jours et que de toute façon, on le fera ensemble. Ce n'est pas la réalité dans les entreprises, vous le savez aussi bien que moi. On cherche à bien accueillir, mais très rapidement, la personne est jetée dans le bain. Donc, où va-t-elle se raccrocher? À qui va-t-elle se raccrocher? Et donc, aujourd'hui, une vraie question d'optimisation de ces transmissions, elle se pose. Et donc, on voit que ce sujet, ces enjeux de transmission sont présents dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de la TPE de moins de 10 salariés à la grande entreprise de plus de 5000 salariés, que vous proposiez, que vous souhaitiez sauvegarder des métiers dits cognitifs, comme par exemple un manager, un chef de service, un directeur de site, ou bien des métiers plus techniques. J'entendais par exemple que dans une entreprise, on avait fait appel à un fraiseur à la retraite pour pouvoir former les collaborateurs qui y arrivaient. On propose vraiment une approche qui est, je dirais, tout terrain, en fait. Tout terrain, aussi bien taille d'entreprise, type de métier et aussi type d'activité, puisqu'en fait, on propose vraiment une méthodologie qui est applicable dans toutes les entreprises. Alors, quelles
quelles sont les vertus et les bénéfices de la démarche qui vous est proposée, qu'on vous propose, qu'on vous partage aujourd'hui? Alors, d'abord pour l'entreprise, c'est une démarche dont on dit qu'elle est, on nous dit, on nous remarque qu'elle est vraiment étonnante, innovante, puisqu'elle révèle vraiment des choses qui étaient sous les yeux des collaborateurs, mais invisibles. Donc, elle est également durable, puisque on prend le soin d'améliorer en fait ce qui est transmis pour pouvoir se projeter et faire face aux défis qui arrivent dans les différents métiers et différentes entreprises. Ça permet également, ce type d'approche, un gain de temps de 6 à 9 mois en moyenne. C'est ce qui a été mesuré sur plus de 250 missions. Et ça permet également d'éviter parfois les binômes pendant plusieurs années pour transmettre, ce qui a un coût également pour l'entreprise et puis qui peut également être difficile pour un binôme. Quelqu'un qui transmet peut s'essouffler au bout de quelques mois à travailler en binôme sur une longue durée. L'une des également, c'est la détection et la sauvegarde des compétences clés ou des compétences critiques. On vient vraiment mesurer cette criticité. Et puis, au passage, on met également à jour les supports et les pratiques. L'objectif, c'est d'être dans une amélioration continue, pas faire un transfert, comme on parlait tout à l'heure, mais vraiment une transmission, rechallenger en fait ce qui est utile pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Et donc, ça nous amène à proposer une démarche qui est une meilleure maîtrise des risques au sein de l'entreprise. Et en ce sens, les effets, j'allais dire, secondaires ou bien à trois bandes de ces sujets, il y en a trois. Ça permet de reformaliser des process, voire de les alléger dans des démarches lean, à se dire qu'il y a peut-être quelquefois des process qui existaient, mais ils n'ont plus lieu d'être. Donc, comme tu le disais, c'est l'amélioration continue. Ça permet aussi la reconnaissance, c'est évident. Donc, les personnes rassemblées autour d'une situation de travail, lorsqu'elles s'expriment, elles parlent du travail, sont dans une posture de reconnaissance de ce travail, et puis les échanges de bonnes pratiques aussi à ce niveau-là. Donc, on est aussi indirectement sur une amélioration process, comme tu le disais, amélioration continue. Et également sur une démarche, une philosophie aussi d'entreprise apprenante. J'apprends du passé et je déploie une démarche pédagogique partagée, puisqu'en fait, ce type de démarche concerne un certain nombre d'acteurs. On a effectivement la personne qui transmet, chez qui on va sourcer cette connaissance. On a les apprenants, ou les personnes que l'on détecte comme étant les remplaçants de la personne qui transmet. On a également les personnes connexes qu'on va interviewer pour justement avoir le regard croisé des collaborateurs. Ça peut être aussi un client, ça peut être un partenaire, pour vraiment qualifier cette transmission. Les vertus pour les salariés concernés par cette transmission sont aussi nombreuses. Alors pour celles et ceux qui transmettent, les sachants, la première vertu, c'est quand même de valoriser les compétences que ces personnes ont développées tout au long de leur carrière dans l'entreprise. Ça permet également de les responsabiliser. Elles sont responsables, détentrices d'un savoir qu'il est bon de partager. Alors tout ça sans évidemment de notion hiérarchique, mais en tout cas dans le partage. Et souvent, ce qui nous est remonté, c'est un départ de l'entreprise, que ce soit à la retraite ou mobilité interne, avec beaucoup plus de sérénité. L'impression d'avoir vraiment fait le job, comme on dit, d'avoir géré ce départ dans les règles de l'art et sécurisé la suite. Pour les salariés qui héritent finalement de cette transmission, ce qui nous est remonté, c'est déjà la confiance qu'on leur donne à leur transmettre ce trésor de connaissances. C'est également une possibilité de les intégrer dans de meilleures de manière plus sécurisée pour elles. Ça évite les turnovers, notamment par exemple en intérim, on voit énormément de turnover dans l'industrie, et le fait de bien transmettre, ça permet également d'éviter un turnover important, notamment dans les contrats intérim. Et donc, ça procure également aux apprenants un engagement plus fort, une meilleure motivation et également, ça permet de créer du lien, je dirais, intergénérationnel entre les plus anciens et les nouveaux collaborateurs. Expérimenté à 35 ans peut déjà être le senior. Tout à fait.
Alors, un petit feedback qu'on vous partage d'un client chez lequel on est intervenu en ce qu'on appelle mission de pompier, en fait. La directrice, donc RH, finance, logistique, était à 1 mois et demi du départ en retraite, après de nombreuses années au sein de cette PME sur Clermont-Ferrand. Et donc, la transmission était en cours depuis 1 an. Et avec 2 collaboratrices qui devaient reprendre le gros portefeuille de cette future retraitée. Et ça ne se passait pas comme le dirigeant l'aurait souhaité. La transmission balbutiait, ce qui générait des problèmes relationnels, ce qui générait également beaucoup de stress en fait pour la direction. Et donc, on est intervenu à 6 semaines du départ. Alors évidemment, dans une mission comme ça, à quelques semaines du départ, on va aller finalement sauvegarder l'essentiel. Donc là, l'essentiel, c'était vraiment voir ce qui avait été, redonner de l'objectivité à ce qui avait été transmis ou pas transmis, détecter les compétences critiques qu'il fallait impérativement transmettre avant son départ. Et puis également, ce qui a permis cette mission, c'est de mettre en lumière le fait que, en divisant en 2 en fait un seul poste très important, il y avait des effets de bord possibles, à remplacer une collaboratrice par 2. Donc voilà ce qu'on peut vous partager sur la sauvegarde et la transmission des compétences expérientielles de vos collaborateurs. Effectivement, pour conclure, c'est-à-dire on va conclure par ces échanges avec vous et par questions-réponses. Est-ce que vous rencontrez vous aussi des problématiques abordées? Quel est votre retour d'expérience et avez-vous des questions? Juste avant, donc on va se permettre de terminer par 4-5 slides pour aller plus loin. Vous l'avez compris, comment ça peut être riche aujourd'hui d'identifier et transmettre les compétences des salariés expérimentés, avec une nécessité effectivement de protéger et d'être efficace à tout âge et de permettre à chacun d'être heureux au travail à tout âge. Tout ça s'inscrit dans les démarches QVCT. On revient sur ces éléments-là. Aujourd'hui, on vient de mettre la focale sur la transmission des compétences expérientielles. On permet de rajouter et de rappeler que tout ça s'inscrit dans ce tableau à 6 cases qui demande aussi d'avoir posé des actes pour protéger et que cette posture soit non pas une posture par défaut, une posture qui apparaît comme vertueuse de transmettre. Sinon, aujourd'hui, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Donc, tout ça s'inscrit dans cette volonté d'être efficace et en santé au travail à tout âge. Et parce que c'est aujourd'hui la société tout entière qui bouge en même temps et que travailler, vivre ensemble dans la diversité. Et la diversité de l'âge est un sujet plus qu'important et qui demande de trouver à chacun ses réponses concrètes et surtout ses cales derrière la roue, puisqu'on a parlé d'amélioration continue. Et donc le fait de maintenir et d'optimiser ces actions que vous avez déjà pu commencer ou poser déjà depuis quelques temps. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Si vous avez envie d'échanger suite à ce webinaire, je vous ai inscrit notre adresse mail en commentaire et Dorothée et Violette se feront un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Merci Dorothée, merci Violette. Eh bien, merci. Merci pour votre participation. C'est un plaisir. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Bonne journée.